bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Ça se passe chez nous, votre émission de l'été sur LN24. C'est ici et seulement ici que chaque soir, en direct, nous allons faire le tour de l'actu qui vous intéresse. Avec ce soir au programme, notamment le thermomètre, le gouvernement pourrait entrer en crise au sujet de Gaza. Ces mots, ce sont ceux de Conor Rousseau, président de Vorreut, alors que de son côté, Georges-Louis Boucher reste sur la ligne la plus favorable à Israël au sein de la coalition fédérale. Alors la crise à Gaza pourrait-elle faire tomber le gouvernement? On en débat dans Ça se passe chez nous. Les visages du jour aussi, avec notamment un visage qui fait la une de l'actualité depuis plusieurs jours, celui de Grégory Lenossi, lui qui s'est mué en star des réseaux sociaux et a préparé sa défense avant de se rendre à la police, on le verra. Sans oublier l'alerte rédac et le cri d'alerte de la bourgmestre de Dizon, Véronique Bonny, après les deux violentes rixes qui ont touché sa commune. Elle le dit haut et fort, il n'y a plus de respect envers la police. Alors êtes-vous d'accord? On vous posera la question dans cette émission. Nous sommes le jeudi 31 juillet, il pleut dehors, tout va bien, vous regardez, ça se passe chez nous et ça commence maintenant. Et avant de se pencher sur les unes du jour, je vais vous présenter les 4 invités qui ont accepté de m'accompagner ce soir. À ma gauche d'abord, bonsoir Camille Terlinden. Bonsoir. Journaliste sur LN24 bien sûr, créatrice de contenu aussi à vos côtés. Il n'est pas créateur de contenu, bonsoir Luc Hénard. Bonsoir. Président honoraire du tribunal de première instance de Bruxelles. Et puis à ma droite ce soir, bonsoir Arthur Martin. Bonsoir Nicolas. Président des jeunes et maire à Uccle. Et puis bonsoir Antonin Marsac. Bonsoir. Coordinateur bien sûr, tout le monde le sait, de la Libre Éco. Et c'est parti pour le titre du jour. Alors on aurait pu choisir un phénomène inquiétant qui fait la une de l'Avenir aujourd'hui. Ce phénomène, c'est les délits de fuite. En 2024, notre pays a enregistré 4596 accidents corporels avec délits de fuite. Un nombre en légère baisse mais qui reste préoccupant selon VIAS. En Wallonie, les provinces du Hainaut et de Liège sont les plus touchées. On aurait pu aussi s'arrêter sur la fin annoncée de la publicité politique sur Instagram et Facebook dès le mois d'octobre et sur toutes les réactions politiques belges que ça provoque recensées aujourd'hui dans la Libre. Mais c'est plutôt sur cette une de l'ADH qu'on va s'arrêter ce soir avec, vous le voyez juste à droite, ce titre, loyer en or pour des cages à poules. Vous l'aurez compris, on va parler des cotes étudiants dont les prix explosent. Éléonore Talota, vous nous avez rejoint et on a l'impression honnêtement de le redire chaque année, mais on va le voir avec vous. Trouver un code pour un étudiant, c'est une véritable galère. C'est ce qui ressort d'une nouvelle étude, Code Compass. Et si cette augmentation, on peut le voir sur toute la Belgique, eh bien le prix varie d'une région à l'autre. Arrêtons-nous sur Bruxelles, c'est la région qui coûte le plus cher pour les étudiants. L'année dernière, le loyer moyen était de 550 € avec des charges de 130 €. Si on fait le calcul, on arrive à peu près à 700 € par mois. Tandis que pour la même période, en Wallonie, on était à 520 € par mois. On observe donc une différence de plus de 150 €. Donc les étudiants, Éléonore, sont obligés de débourser minimum 500 € pour avoir un code, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a un moyen de payer quand même moins cher? Vous avez raison Nicolas, il existe une solution. Souvent, les universités proposent des cotes à moindre coût. Prenons par exemple l'UCL. Durant la prochaine rentrée scolaire, on pourra y trouver des cotes à 350 €, charges comprises. Et si on va du côté de Bruxelles, avec l'ULB, on trouve des cotes entre 255 € et 473 €. Alors ces chiffres, ils proviennent des universités elles-mêmes qui nous les ont communiqués. Sauf que le problème, c'est que voilà, dans certaines universités, l'offre ne suit pas la demande. Et donc, il n'y a pas assez de cotes à moindre coût par rapport au nombre d'étudiants. Et le prix, eh bien, il joue clairement un rôle important, puisque pour un peu plus de la moitié des étudiants, c'est la principale raison pour laquelle ils ne prennent pas de cotes, d'après un sondage réalisé par la FEF. Merci Éléonore Talota pour toutes ces explications. Alors je vais me tourner d'abord vers les plus jeunes sur ce plateau, désolé pour les autres, mais d'abord Camille Terlinden. Forcément vous avez un souvenir un peu plus proche. J'imagine que vous avez aussi dû louer un code pendant vos études. Ça vous étonne cette augmentation de prix comme ça depuis 5 ans ? Mais c'est vrai que trouver un cote à 500 €, c'est vraiment devenu une légende urbaine. Il y a une vraie flambée des loyers. Et ces chiffres qui sont vertigineux, en fait, ils reflètent une vraie pénurie. Il y a une vraie crise du logement étudiant à Bruxelles. Et en fait, le secteur, il est sous pression. Il n'arrive pas à suivre avec le nombre d'étudiants qui est en croissance énorme. Il y a une étude qui montre qu'en 2030, ils seront 50 000 à 100 000 en plus. Alors que déjà, dans la capitale seulement, il y a déjà 150 000 étudiants. Donc, il y a vraiment une pression démographique qui joue sur une inflation. Évidemment, du coup, les prix augmentent.
ils flambent complètement et c'est vrai que c'est devenu impayable de trouver un logement avec un prix décent et avec une bonne position géographique. C'est vrai qu'Arthur Martin, honnêtement, aujourd'hui, être étudiant et devoir payer un cote à 700 € dans les cas peut-être les plus chers, on se demande comment on fait. Oui, c'est devenu impayable, surtout qu'en fait, ici, comme ça a été mis en avant, c'est un problème d'offre et de demande. La demande est tellement importante que l'offre a du mal à suivre et les propriétaires ont du mal eux-mêmes à pouvoir après, par exemple, acquérir de nouveaux biens pour pouvoir les mettre en location. Il y a différentes mesures qu'on pourrait mettre en place, par exemple, je pense notamment à tous les bureaux qui ont été délaissés à Bruxelles après la crise du Covid. Ça, ce serait une étude qui pourrait être intéressante de faire, de voir comment est-ce qu'on peut réhabiliter ces bureaux pour les mettre en côté étudiant, plutôt que plafonner les prix, ça serait peut-être la pire idée qu'on puisse faire. C'est vrai, quand on a Marsac, c'est vrai qu'il y a des bâtiments qui existent aussi pour les étudiants. Alors forcément, on a en tête Louvain-la-Neuve, mais c'est vrai qu'est-ce qu'à Bruxelles, on pourrait par exemple utiliser certains bâtiments ou construire de nouveaux bâtiments pour avoir justement des appartements à bas coût, des cotes pour les étudiants. Tout à fait, c'est une excellente idée de réaménager des bureaux et effectivement, il y a une pression. Mais alors, le problème qui est un peu masqué derrière tout ça, c'est aussi le problème qu'au niveau de la construction et de la rénovation, les taux d'intérêt des banques étaient tellement élevés que les professionnels de l'immobilier ont mis sur pause beaucoup de projets de rénovation et de construction. Alors, il y en a, hein, mais alors justement, comme disait Camille, il y aura une explosion de la demande au niveau des étudiants, mais alors il y aura encore potentiellement une baisse de la construction de nouveaux projets immobiliers. Et donc là, on pourrait avoir un gros problème dans les dizaines d'années à venir, parce qu'il n'y aura pas assez de logements, encore moins par rapport à la demande, donc ça pourrait être encore pire. Et pour la rénovation, la réhabilitation des bureaux, c'est bien, mais justement, ces bureaux sont aussi pris par... on voit bien qu'il y a des salles de sport, par exemple, qui investissent ces bureaux, on pense au mix et tout ça, à des choses qui sont peut-être plus rentables que de faire du logement, parce que les propriétaires particuliers ont peut-être plus de mal justement à investir ces anciens bureaux, parce que c'est quand même beaucoup de travaux, il faut isoler, rénover tout ça, et c'est parfois les bureaux, c'est pas facile, donc c'est d'où pas forcément l'incitation justement de l'État pour pouvoir permettre aux propriétaires d'avoir plus facilement. Tout à fait. Mais alors l'incitation de l'État, ça veut dire quoi? Encore de l'argent public et les fonds. Une exonération d'impôts, faire ce genre de choses avec lesquelles on pourrait jouer. Oui, mais dans ce cas-là, c'est encore de l'argent public indirectement. Mais donc c'est pour ça que c'est compliqué avec les comptes actuels. Bon, vous retrouverez le duel Arthur Martin, Marsac, un autre soir bien sûr sur les 24. Mais merci pour ce bel échange. Justement, Luc Hénard, bon, vous c'était peut-être pas hier, hein, votre cote, peut-être que vous avez... Ne soyez pas désagréable. Non, pas du tout, mais les gars, moi aussi, en colocation. Moi aussi, j'étais à très longtemps avec Camille Corlinda. C'est pour ça que je les ai mis ensemble ce soir. Mais c'est vrai que ces cotes trop chères, on en parle quand même depuis de nombreuses années. On met souvent en avant aussi la précarité étudiante, et c'est vrai que honnêtement, avec des cotes aussi chères, on voit pas comment les étudiants peuvent s'en sortir. Sans doute prendre un boulot aussi à côté des études, ce que tous les étudiants ne peuvent pas se permettre nécessairement. C'est une difficulté, hein. Ceci étant dit, vous l'avez gentiment rappelé, moi ça fait un siècle que j'ai occupé un cote étudiant, et la problématique était déjà la même. On remonte pourtant à plus de 50 ans. Et donc, c'est sûr que la problématique du cote étudiant, elle s'inscrit dans une problématique générale. C'est le problème du logement. Et le logement à Bruxelles est devenu extrêmement compliqué. Et déjà à l'époque, les propriétaires louaient une chambre parce que ça faisait un petit revenu complémentaire, ce qui permettait de mettre du beurre dans les épinards. Et ça se faisait pas trop mal. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable business. Il a évoqué tout à l'heure la possibilité de transformer, ou l'éventuelle possibilité de transformer des anciens bureaux en cotes. Ça, il faut faire un peu attention parce que c'est un peu illusoire, parce que les bâtiments ne sont pas conçus de la même manière, et vous avez des exigences en termes urbanistiques qui ne sont pas minces non plus. Ce qui veut dire que, et c'est le véritable problème, c'est que, à mon avis, on n'aurait pas de difficulté à créer tout ça, à condition que le revenu soit au rendez-vous. Et celui-là, c'est pas encore tout à fait certain. Vous avez parlé des problèmes de prêt, des problèmes du coût du matériel, tout ça existe. Et donc, à mon avis, ça va continuer à être compliqué. Il y a des évolutions. L'évolution, c'est notamment la colocation, ce qui est une autre manière, c'est de louer un appartement à plusieurs, ce que font beaucoup d'étudiants, ou alors
alors, ce qui se passe de manière assez générale, c'est que les étudiants retournent chez leurs parents et finalement, non seulement ils n'ont pas de loyer, mais en plus, c'est maman et papa, éventuellement, qui préparent leur repas. Je vous laisse la parole de fin, Antonin Marsac, sur ce débat. En très bref, les chiffres qui sont montrés, justement, montrent quand même que le prix des locations des cotes, même si ça devient impayable si on a beaucoup d'enfants, suivent un peu l'évolution des prix des loyers à Bruxelles de manière générale, parce qu'il y a une indexation automatique des loyers par rapport à un calcul qui n'existe pas forcément dans les pays voisins. Donc parfois la hausse va plus vite à Bruxelles que dans les capitales des pays voisins, mais parfois ça se rééquilibre aussi plus tard, parce que quand on voit les prix à Paris ou à Amsterdam, c'est un autre délire. C'est encore pire. C'est un autre délire. Mais c'est vrai que ça augmente à Bruxelles, on le voit quand même depuis plusieurs années. Voilà pour le tout premier débat de Ça se passe chez nous. C'est l'heure de s'intéresser aux 3 visages et aux 3 histoires qui ont fait la une aussi aujourd'hui. Et les 3 visages du jour, vous allez les voir à l'écran. Il y a Grégory Lenossi, sous mandat d'arrêt pour tentative d'assassinat, star des réseaux sociaux. Promise David, l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise, cible de gestes racistes face à l'Antwerp. Et puis Paul Whittamer, décédé hier à l'âge de 81 ans. Mais donc le premier visage sur lequel on va s'arrêter ce soir, c'est celui de Grégory Lenossi, puisque Alexandre, nouvelle révélation et nouveau rebondissement dans ce dossier. Eh bien oui, selon les informations de RTL, l'homme de 49 ans agressé par le Namurois avait déjà été condamné pour des faits de pédophilie. En décembre 2020, il avait été condamné à 37 mois de prison avec sursis pour agression sexuelle sur un garçon de 5 ans. Il avait interdiction de fréquenter des mineurs et le sursis, il était aussi accompagné d'autres conditions, arrêter les stupéfiants et avoir une assistance psychologique. Mais voilà, cet homme de 49 ans avait aménagé son garage pour que des enfants viennent y jouer. Un homme avait porté plainte d'ailleurs il y a 1 mois pour des faits présumés commis sur une petite fille. Et donc Alex, hier, Grégory Lenossi s'est rendu à la police. Oui, mais avant ça, il a sorti une vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous laisse regarder un court extrait. Je reconnais que frapper quelqu'un, même face à une situation choquante ou révoltante, n'est jamais justifiable légalement. Cependant, je tiens à souligner que mon geste a été commis dans un moment de profond trouble émotionnel. Face à des faits d'une gravité extrême concernant des atteintes sur mineurs, mon intention n'était pas de me faire justice moi-même, mais j'ai réagi sous le coup de l'indignation, de la colère, voire d'un sentiment d'impuissance face à l'horreur de la situation. Après ça, l'homme de 48 ans a posé devant le commissariat où il s'est rendu avec son beau-fils et son bébé de 5 mois. Et ce n'est pas la première fois qu'il utilise Facebook pendant sa cavale. On a vu des vidéos où il questionne son beau-fils sur les actes qu'il aurait subis. Un autre montre le passage à tabac du pédophile présumé. Et dans la vidéo qu'il a publiée avant de se rendre, il choisit ses termes avec plus de soin. L'homme a l'air de préparer sa défense quand il dit « j'ai réagi ». Sous le coup de la colère, on peut penser qu'il veut éviter la préméditation. Il se dit prêt à assumer toutes les conséquences. En attendant, une cagnotte en ligne a été lancée pour soutenir Grégory Lenossi. Elle affiche environ 470 € sur les 20 000 visés par cette cagnotte. Merci Alex. Alors on ne va pas revenir sur le débat, peut-on se faire justice soi-même? On l'a fait lundi dans cette émission avec Luc Hénard d'ailleurs, mais j'aimerais plutôt qu'on se concentre sur la communication sur les réseaux de Grégory Lenossi, une communication qui marche puisqu'il a reçu énormément de messages positifs. Un groupe de soutien a été créé sur Facebook et on vient de l'entendre, une cagnotte a donc été lancée. Arthur Martin, est-ce que vous comprenez d'une certaine manière l'engouement autour de cette personne? Cette affaire me rappelle parfaitement celle de Luigi Mangione qui était aux États-Unis quand il avait assassiné le fameux CEO d'une entreprise d'assurance aux États-Unis. Il y avait une fameuse indignation, certains disaient qu'il avait eu raison, d'autres avaient dit qu'il avait tort, et donc on a vu qu'il y avait complètement une polarisation sur les réseaux sociaux et dans la sphère publique. Il y avait une adoration autour de lui. Tout à fait, et c'est un petit peu ce qu'on retrouve ici. Il aurait tiré dessus quand même. Oui, tout à fait. Mais par contre, au niveau du résultat, c'était exactement la même, c'était une polarisation. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde a son avis, et il n'y a pas un entre-deux. Parce qu'en réalité, c'est ce que veut peut-être notre société aussi. C'est soit c'est noir, soit c'est blanc maintenant. Mais Luc Hénard, est-ce que vous comprenez quand même pourquoi tant de gens le soutiennent, malgré la violence de son acte aussi? Parce qu'on a décidé aussi, même lundi, de ne pas montrer la vidéo justement où il se faisait justice lui-même, justement à cause de cette violence qu'on n'a pas nécessairement envie de montrer à l'écran. Mais est-ce que vous comprenez qu'il soit autant soutenu? Oui.
Je comprends ça parce que le point de départ, et on réduit les circonstances de manière considérable, eh bien vous avez là, et en tout cas pour l'opinion publique et la majorité de celle-ci, c'est un pédophile qui habite à côté, qui a commis des comportements en oubliant qu'il est présumé innocent et que donc il faut se faire justice, il faut redresser les torts. Vous avez aujourd'hui cette atmosphère qui existe et donc les gens réagissent comme ça et réagissent de manière, oui, que l'on peut comprendre dans une certaine mesure, mais que vous condamnez. Mais je le condamne et je le condamne sans aucune réserve dans la mesure où ces gens qui adhèrent à un point de vue, adhèrent en réalité à quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas les faits, ils ne savent pas ce qui s'est produit et donc s'instituent, jugent en la matière et censeurs de ce qui est bien ou de ce qui est mal selon eux. Et c'est un vrai souci pour le juge que j'ai été, que je suis toujours au demeurant, eh bien c'est que c'est pas leur rôle. C'est pas le rôle. Et donc, d'un point de vue institutionnel, il y a une grande réflexion à mener. C'est qu'il ne faut pas. Il faut faire en sorte que la justice reprenne la main pour prendre position rapidement dans un problème de ce genre, pour arrêter tout ce qui peut être dit, raconté à propos d'une affaire comme celle-là. Et sur la justice aussi, ce que beaucoup de personnes critiquent aujourd'hui, cette lenteur de la justice. Camille, pour revenir quand même sur ces réseaux sociaux, c'est vrai qu'Arthur Martin le disait, on a vraiment une polarisation autour de ce personnage. Clairement, le dossier, on n'en aurait pas autant parlé s'il n'y avait pas eu ces vidéos sur les réseaux sociaux aussi, c'est important de le dire. Pour moi, c'est tout le danger de la justice émotionnelle et des réseaux sociaux, c'est le fait de banaliser une violence extrême, peut-être pour attirer des likes, peut-être pour attirer des vues, etc. Et c'est triste, mais c'est souvent ce qui génère des vues, ce qui génère des partages. Et c'est ça tout le danger, le cercle vicieux dans lequel il faut s'extirper. Il ne faut pas justement attiser toute cette haine sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, Luc Hénard en a parlé, ça témoigne d'un malaise plus profond par rapport à cette lenteur du système judiciaire. Quand la justice semble impuissante, certains veulent la remplacer. Et pourtant, ça, c'est une impasse. Et donc, c'est, je pense, le problème principal. Mais Antonin, pour revenir quand même aussi à nouveau sur ces réseaux sociaux aussi, honnêtement, moi j'ai pas le souvenir d'une cavale comme ça qui a été à suivre sur les réseaux sociaux, en tout cas en Belgique. Ça vous choque qu'on ait pu voir toutes ces vidéos, honnêtement, d'un homme qui était quand même en cavale pendant plusieurs jours sur Facebook? C'est le problème, comme le souligne Camille, c'est vraiment ça, la logique tout le temps sur les réseaux sociaux. On se souvient par le passé même de terroristes qui filmaient leurs actes, et je vais pas dire les noms ici pour pas leur faire de la publicité entre guillemets. Et oui, il y a cette logique un peu presque de business des réseaux sociaux où ce qui marche, c'est ce qui est sensationnel. Et peut-être qu'inconsciemment, ça a peut-être joué dans sa tête, même s'il ne va pas militer pour ça, pour se défendre. Mais, pas nécessairement, mais c'est vrai qu'on a vu qu'il y avait presque un spectacle quand même autour. Quand on l'a vu aller faire une photo devant, quand on a vu aller faire une photo devant le commissariat où il allait se rendre avec ses enfants, etc. Il y a une mise en scène. Il y a une mise en scène qui est peut-être provoquée par cette besoin de faire du buzz et presque ce business des réseaux sociaux. Et donc c'est presque malsain. Et c'est vrai que c'est rentré dans la logique des gens qui, quand ils veulent défendre une cause, ce sera tout de suite sur les réseaux et ça implique des gestes. Peut-être qu'il n'aurait pas fait ça s'il n'y avait pas eu les réseaux sociaux. Enfin bref, j'en sais rien, mais je veux dire, mais c'est vrai que c'est assez questionnable et en tout cas c'est inquiétant puisque c'est vrai que... Il y a toute cette question de est-ce qu'on doit bannir ça justement. Je pense que ça empêchera pas la violence, mais ça l'empêchera de devenir un spectacle, comme vous l'avez dit. Ouais, ben voilà, pour bannir ça va être compliqué. Hein. Oui. Mais bon, c'est vrai qu'en tout cas... De plus en plus compliqué d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Autre visage, et on ne devrait plus revenir sur ce genre d'affaires dans le foot, mais ça existe malheureusement encore énormément. Ce visage, c'est celui de Promise David, et on va d'abord regarder, on les voit d'ailleurs, les images, c'était durant le match Union Antwerp. Alors elle parle d'elle-même, honnêtement. On voit donc deux personnes en tribune tournées vers Promise David en train d'imiter un singe. 2 jours plus tard, la porte-parole de la police locale, Kim Bastians, a confirmé que l'un de ses supporters s'était rendu à la police et qu'il allait être sanctionné d'une interdiction de stade de 3 mois, interdiction préventive puisque l'Antwerp a également entamé une procédure d'exclusion à son encontre. Antonin Marsac, honnêtement, on parle effectivement d'une procédure qui est en tout cas momentanée pour le moment, avant peut-être une exclusion totale. Mais honnêtement, quand on voit l'image, je le disais, elle parle d'elle-même. Pourquoi pas une interdiction totale et à vie de cet énergumène ? Franchement, je partage presque la question. Alors, à vie, peut-être pas, mais en tout cas, c'est largement insuffisant. Et moi, j'ai de la famille, justement, de couleur, et je trouve ça scandaleux de voir de nos jours des choses comme ça encore, ce que je ne comprends pas. Et vraiment, du côté des supporters de l'Antwerp, il y a vraiment des questions à faire. Donc, peut-être une exclusion même du stade de l'Antwerp, peut-être pas à vie, mais en tout cas, 3 mois, c'est complètement insuffisant. Et c'est scandaleux, c'est tout bonnement scandaleux. Luc Hénard ?
Moi, ce qui me... et j'ai réagi, puisque je n'avais pas vu qu'il y avait également l'adulte, il y avait l'enfant. Oui, parce qu'on va parler de l'enfant après quand même, bon, on peut en parler directement aussi, c'est quand même un enfant âgé de 9 ans aussi. Oui. Il y a justement une procédure qui a été lancée au tribunal de la jeunesse. On parle d'un enfant de 9 ans, effectivement, qui fait des gestes de singe. Ce qui pose un problème, mais à quel niveau? C'est surtout, à mon sens, au niveau de l'éducation. Comment est-il possible qu'un enfant de 9 ans fasse ça? Cela étant dit, s'il faut, et on l'a dit de cette manière lors d'une dernière discussion à ce propos, il faut être très sévère par rapport à ce type de comportement. Cela étant dit, il faut savoir quelle est la réponse la plus adéquate. Pour vous, une interdiction de stade à vie, je parle de l'adulte? Alors, est-ce que c'est absolument indispensable? C'est malheureusement un fléau qui existe toujours dans les stades. Est-ce qu'on ne doit pas être plus sévère aujourd'hui dans les sanctions? Oui, mais il y a aussi une indication lorsque l'on voit un fléau de ce type-là et on voit qu'en réalité, malheureusement, ça se continue, c'est peut-être que la réponse n'est pas adéquate. Il faut trouver un point d'équilibre. C'est en soi inacceptable, il n'y a pas de moindre discussion, mais regardez, si je puis me permettre de faire cette petite référence avec les 3 dames qui se retrouvaient sur le cornet de pâte. Il y a là une réflexion qu'il faut mener, mais ce n'est pas nécessairement une réflexion judiciaire. Parce que quand vous voyez qu'on va dresser procès-verbal, on va entendre l'enfant, on va entendre les parents, vous imaginez l'énergie considérable que cela va prendre, et je ne suis pas certain, pour condamnable que ce soit, que c'est la bonne voie pour régler ce type de problème. Arthur Martin, juste parce que je parlais d'interdiction totale de stade, non pas pour l'enfant, ou peut-être là, il doit justement y avoir tout un travail d'éducation aussi et de prévention aussi pour cet enfant. Je parle de cet adulte aussi qui faisait des gestes de singe devant un attaquant dans un stade en Belgique. Est-ce que vous seriez, vous, pour une interdiction totale et directe? Oui, mais c'est beaucoup trop gentil, je trouve encore. Qu'est-ce que c'est pas très, à la fin, c'est pas très primordial. Si je peux plus aller au stade dans toute ma vie, qu'est-ce que ça va me donner? Par contre, une amende qui là me fera réfléchir beaucoup plus à mes gestes et à mes propos, ça par contre, ça pourrait peut-être commencer à fonctionner, parce que juste interdire quelqu'un de stade 3 mois, même à vie, pour des propos et des gestes comme ça, parce que ça se fait depuis des années. Chaque année, on dit cette fois-ci, on va être un petit peu plus sévère, et c'est toujours la même histoire. Donc à un moment donné, si ces gens ne comprennent pas, on va taper au portefeuille. Combien l'amende? Ça, c'est pas à moi de décider, mais par contre, il faut être beaucoup plus strict. Camille, pour terminer sur ce dossier et cette image. C'est vrai que je ne sais pas si c'est la réponse adéquate, parce que j'ai l'impression que ça pourrait peut-être attiser encore plus la haine. Donc je ne sais pas, mais ce que je trouve important, c'est qu'il faut vraiment lutter contre l'impunité des actes racistes. Et pour moi, même à l'âge de l'enfant, à 9 ans, c'est quand même important, parce qu'à cet âge-là, le racisme, il se transmet. À cet âge-là, c'est pas inné. C'est quand même important, tout le rôle de l'encadrement au niveau dans les tribunes, à l'école, dans la famille, etc. Et donc, moi, la question de la réponse, je ne sais pas ce qui est mieux entre donner une amende et interdire de stade. En tout cas, c'est des gestes qu'on ne veut plus voir dans nos stades en Belgique. Allez, et puis, le dernier village, j'ai failli l'oublier, qu'on va voir ce soir, c'est celui de Paul Whittamer, décédé hier à l'âge de 81 ans. C'est donc un grand nom de la pâtisserie belge et bruxelloise qui disparaît. Et on voulait quand même le mettre à l'image ce soir. Allez, on va se quitter quelques instants, mais restez bien avec nous. Juste après la pause, on lance l'alerte rédac avec la bourgmestre de Dizon qui clame haut et fort que les citoyens n'ont plus aucun respect envers la police. Alors d'accord ou pas, on en débat dans un instant. À tout de suite. Et vous êtes de retour sur l'N24 dont ça se passe chez nous, et dans un instant on prendra la température sur ce plateau autour d'un débat très sensible. La crise à Gaza va-t-elle entraîner la chute du gouvernement? On vous emmènera aussi notamment en Flandre avec les brèves du jour, où un barbier de 30 ans originaire de Gand menait la belle vie grâce à l'argent public, mais son but était pourtant clair, il a toujours voulu devenir milliardaire. Mais avant ça, on lance ce soir l'alerte rédac. Et ce soir, l'alerte rédac nous emmène dans la commune de Dizon avec ce cri d'alerte de la bourgmestre. Il n'y a pas de respect envers la police. Alors Alexandre, vous nous avez rejoint. Pourquoi cette déclaration? Elle se base sur quoi? Alors d'abord, on va rappeler où est Dizon. Nicolas, je vais vous donner un petit cours de géographie belge. Dizon, c'est cette commune qui se trouve à quelques kilomètres au nord de Verviers. Et donc, deux rixes ont eu lieu dans cette commune. L'une entre familles suite à une rivalité amoureuse. Et un homme a même foncé sur un groupe avec sa voiture, écrasant son propre père. L'autre rixe a eu lieu rue Neuve. Une vingtaine de membres de deux familles se sont battus avec des épées, des haches et des sabres notamment. On y dénombre un blessé et un chien tué. Donc la bourgmestre de Dizon tenait à alerter sur la situation et déplore un manque de moyens
mis à sa disposition. Et justement, Alex, elle demande quoi ? Un café de la commune a été fermé suite à la première bagarre, mais il faut suivre une procédure stricte et longue qui dépend de la police et donc la bourgmestre aimerait plus de pouvoir au niveau communal. Elle déplore aussi un manque d'éducation et de respect. Les autorités de Dizon veulent aussi plus de présence policière dans les zones sensibles, mais selon la bourgmestre, il y a un manque d'effectifs et un manque de respect donc envers les forces de l'ordre. Des réunions avec les familles concernées ont eu lieu et puis la commune, elle demande aussi du soutien aux autorités fédérales et régionales et elle veut des actions et non des effets d'annonce. Merci Alex. Alors on ne va pas, je le précise, commenter ce cas en particulier, mais on a voulu rebondir là-dessus pour plutôt poser cette question ce soir et je vais faire un tour de table. Je vais commencer par vous, Arthur Martin. Selon vous, est-ce que la police n'est plus respectée aujourd'hui ? Il y a eu plusieurs cas qui ont montré qu'on manquait de plus en plus de respect à la police et ces cas-là, en fait, c'est une série qu'on pourrait même alimenter avec toute une série de cas qui est à Bruxelles, notamment avec les violences suite à la drogue, où en fait plus personne n'a peur de la police parfois. Et ça devient un problématique. Maintenant, il y a eu cette chose-là aussi, parce que parfois il y a eu des débordements aussi qu'il faut pouvoir souligner. Et c'est là aussi qu'il y a eu une cassure, je pense, entre les citoyens et la police, qu'il faut restaurer à l'heure actuelle. Et donc, c'est pas juste d'un côté, effectivement, il faut rétablir le respect vis-à-vis des forces de l'ordre, qui font leur métier, qui sont là pour nous protéger. D'un autre côté, il faut aussi être intransigeant. Quand il y a des dépassements de bornes de leur côté, il faut aussi pouvoir punir. Camille, est-ce que vous voulez aussi plutôt parler comme Arthur Martin ce soir, plutôt d'une fracture aujourd'hui pour diverses raisons entre la police et les citoyens, plutôt que seulement parler aujourd'hui de policiers qui ne sont plus du tout respectés ? Mais c'est vrai que dans certains quartiers, je pense que le lien est brisé, mais ce depuis longtemps. Pour certains jeunes, je pense que la police n'est plus un repère, mais est devenue vraiment une menace. Ça, c'est le résultat d'années de tensions, de bavures, un sentiment presque d'abandon plus profond. Et c'est vrai qu'une société dans laquelle l'uniforme n'a plus d'autorité, c'est une société qui vacille. Je pense que ces jeunes, ils ne respectent plus l'uniforme parce qu'ils ne voient plus ce qu'ils représentent. Et donc, je pense qu'on doit justement retisser ce lien. Vous en parliez aussi. Antonin Marsac. Moi, je vais mettre mes lunettes un peu côté financier. Bien sûr, c'est pour ça que vous êtes là ce soir aussi. Il y a un problème avec la police, c'est qu'il y a un manque de moyens. Ce qui fait que la police, évidemment, il y a des débordements inacceptables parce qu'ils sont sous pression peut-être aussi, enfin, en tout cas c'est ce qu'ils disent ce que dit parfois la police. Inacceptable envers eux et de leur part, c'est ça ? De leur part, oui, voilà. Et aussi d'un autre côté, comme le disait Monsieur Martin, il y a certains endroits où on ne respecte plus du tout la police parce que la police, parfois, elle arrête. Je pense à des lieux de deal, par exemple, à Bruxelles. La police le dit elle-même, elle arrête les dealers. Et après, elle est obligée de les relâcher parce qu'elle peut pas faire le suivi, ou en tout cas, le tribunal ne peut pas faire le suivi. Et donc, il y a un manque de respect dans certaines zones. Alors, par contre, concernant Dizon, ça, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'il y a un manque de respect dans certaines zones, mais voilà, il faut éviter. Je pense que s'il y avait un peu plus de moyens pour la police, peut-être que ça réglerait un peu les problèmes, mais encore une fois, on se retrouve dans une situation budgétaire très compliquée. Luc Hénard, pour terminer, alors on ne va pas rester que sur Bruxelles, il faut que ça concerne aussi tout le monde, hein, mais aujourd'hui on a ce double problème d'une certaine manière, une police qui est de moins en moins respectée, une police qui n'a plus de moyens, qui déborde, qui dérape aussi de sa part. On est face à ça en fait aujourd'hui. C'est un constat et je pense qu'il y a un problème de part et d'autre. Le respect est quelque chose qui ne doit pas nécessairement être lié uniquement à un uniforme. Il y a aussi tout un comportement, toute une attitude. Et j'ai été prof à la gendarmerie et à l'école fédérale pendant plusieurs années. Je répétais aux élèves, c'est qu'il ne faut pas vouloir à tout prix dresser procès-verbal, il ne faut pas à tout prix affirmer des choses, il faut faire son métier. Et le métier de policier, qui est un métier extraordinairement difficile et que je respecte beaucoup, quoi qu'on en dise, est aujourd'hui un métier qui est en soi un peu galvaudé. On leur demande d'être rentable. Et être rentable, c'est faire des PV. Je l'ai vécu durant la période Covid, c'était PV sur PV sur PV, pour des situations qui étaient tout à fait idiotes. Ce qu'on n'apprend pas suffisamment, à mon sens, aux jeunes policiers, et je le dis avec beaucoup de sérieux, parce que quand il y a une bêtise qui se commet ou une erreur qui se commet, c'est eux qui vivent toute leur vie avec les conséquences de l'erreur qui a été commise. Pouvoir dire dans le chef du policier il n'est pas opportun nécessairement de réagir tout de suite. Il vaut mieux réfléchir un peu et éventuellement laisser partir quelqu'un parce qu'on n'est pas en nombre, parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour intervenir. Ça fait aussi partie de la démarche policière. Et c'est, on le rappelle souvent, l'attitude
l'attitude que l'on avait avec les agents de quartier. Les agents de quartier qui étaient omniprésents réglaient une quantité absolument phénoménale de problèmes. Ça ne se voyait pas en termes de PV, mais ça se voyait en termes de bien vivre ensemble. Pour le retour d'une police plus locale de quartier. Absolument, aussi. parce que quand on dit qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, et puis je me tais, c'est qu'il faudrait peut-être réfléchir à la manière dont les moyens sont utilisés, un peu moins de gens qui réfléchissent soi-disant au devenir de la police, plutôt des gens sur le terrain qui font là le travail essentiel qui est le leur. Allez, avant de passer au thermomètre, on fait un rapide tour des petites infos qui font aussi l'actualité de notre pays. C'est le moment des brefs du jour. Et ça bougeait d'abord à Bruxelles où ça le fout mal, une employée du parquet général de Bruxelles a été arrêtée pour soupçon de trafic de drogue et blanchiment d'argent. Ça bouge aussi en Flandre avec cette phrase qu'on a tous dit un jour: j'ai toujours voulu devenir milliardaire. Sauf qu'un barbier de 30 ans, originaire de Gand, a même été plus loin en introduisant de fausses demandes de subventions auprès de la région flamande, ce qui lui a quand même permis d'empocher pas moins de 500 000 €, une somme qu'il a utilisée pour mener la belle vie au volant d'une Porsche Panamera, montre Rolex au poignet. Mais c'était trop beau, il a été rattrapé par la patrouille, par la justice et a finalement été condamné à une peine de prison, en plus de devoir rembourser plusieurs centaines de milliers d'euros. Et puis ça bouge aussi du côté de Binge, où Elodie, 29 ans, croyait avoir trouvé un moyen de gagner de l'argent en ligne, mais elle s'est fait escroquer 30 000 €. Alors je vous explique rapidement. Sur Instagram, Elodie tombe sur une annonce promettant entre 80 et 300 € par jour, simplement en aimant du contenu sur les réseaux sociaux. Elle clique, suit les instructions, aime 3 vidéos TikTok et reçoit 10 € sur son compte bancaire. Le lendemain, elle est recontactée pour jouer les 10 € reçus sur ce qu'ils appelaient une plateforme boursière. Très vite, elle reçoit 25 € sur son compte et ça continue jusqu'à 75 €. Mais très vite, son compte virtuel se retrouve soi-disant gelé et pour débloquer les fonds, il demande de nouvelles sommes. Bref, tout ça a été jusqu'à 30 000 € de perte pour Elodie du côté de Binge. Je vais faire, alors on va pas faire réagir tout le monde, on n'a pas le temps, mais je vais me tourner quand même vers la créatrice de contenu, Camille Torlinden. Est-ce que vous êtes souvent confronté aussi à des tentatives d'arnaque, pas nécessairement celle-là, mais sur les réseaux sociaux? Elle en fait. Mais c'est vrai que... Oui, je suis prédatrice financière. Non, mais c'est vrai que pour eux, justement, pour ces prédateurs financiers, si on peut les appeler comme ça, TikTok, c'est un terrain de jeu idéal parce qu'il y a des millions de jeunes, souvent crédules, un peu naïfs, face à des vidéos qui sont très bien ficelées. Tout est rodé et puis c'est des vidéos très sophistiquées et ça paraît vraiment vrai. Donc, c'est pas une bêtise. Je pense que tout le monde aurait pu tomber dans le panneau. Et en fait, c'est vrai que c'est justement, je pense, le rôle de ces plateformes aussi de faire des campagnes de sensibilisation. Elles doivent détecter, bannir et puis alerter. Et il doit peut-être aussi avoir des campagnes de sensibilisation dans les écoles, je veux dire, pour alerter justement ces jeunes à tous ces risques qu'il y a sur les réseaux sociaux aussi. Pas jeter son argent comme ça quand on voit des annonces qui ont l'air trop facilement gagnées. Antonin Marsac, je vous fais réagir aussi sur cette info en particulier, parce qu'honnêtement, effectivement, on a envie de prendre des mesures face à ça, mais c'est vrai que les arnaqueurs, malheureusement, ils sont de plus en plus intelligents aussi, ils ont des mécaniques de plus en plus huilées. Là, on le voyait avec Elodie, par exemple, honnêtement, on y allait totalement à la confiance. Oui. On lui met de l'argent sur son compte, on lui remet de l'argent sur son compte, et puis à un moment, en fait, c'est l'escalade et on n'arrive plus à lâcher. La crédulité, vous savez, c'est pas possible de réglementer ça. On va mettre des réglementations. Les arnaques, c'est un peu comme un barrage qui retient de l'eau, et il y aura toujours des solutions pour réussir à arnaquer une personne crédule et qui voudra se faire de l'argent. Donc ça... On ne pourra rien y faire, il y aura toujours des gens qui vont tomber dans les pièges, malheureusement. Et c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, c'est encore plus facile d'atteindre ces gens, malheureusement. Mais bon, ça, on ne pourra pas faire grand-chose. Ils sont trop rapides pour innover aussi. Ils sont capables d'inventer quelque chose du jour au lendemain. C'est ça le problème. En tout cas, Elodie qui a voulu parler aussi de cette arnaque pour alerter aussi d'autres personnes. Et ça a marché sur une autre femme, je pense. Donc voilà, bien joué du côté d'Elodie. Et désolé pour les 30 000 €. Si je pouvais lui redonner, je lui donnerais. Mais je n'ai pas cette somme. Allez, on va passer tout de suite au thermomètre. C'est l'heure de prendre la température sur ce plateau. Et ce soir, dans le thermomètre, on s'arrête sur une déclaration. À un moment donné, le gouvernement pourrait entrer en crise. Une prise de parole de Conor Rousseau suite au blocage sur Gaza au sein de l'Arizona. Alexandre Gérard est de retour avec nous. Alex, pourquoi ça coince? Eh bien, la semaine dernière, la France a déclaré qu'elle reconnaîtra un État palestinien en septembre, et là, c'est le signe des tensions qui règnent au sein de l'Arizona. Regardez, trois partis se positionnent en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien. Le CDNV, Voreut et les engagés. Du côté de la NVA, on reste plus silencieux. Et OMR, on rejette cette possibilité pour le moment, estimant que toutes les conditions
ne sont pas remplies. Plusieurs partis font aussi pression pour adopter une position plus ferme contre Israël. Et là, l'EMR semble de plus en plus isolé. Et Alex, même la NVA a commencé à lâcher le parti de Georges-Louis Boucher. Eh bien, regardez ce tweet de Bart de Wever publié hier midi. Les mots qu'il utilise sont intéressants. Il rappelle qu'Israël est une démocratie occidentale et doit, en tant que telle, être rappelée à l'ordre et que la souffrance des civils innocents doit cesser. Et avant cela, il dit « Si cela ne fonctionne pas, nous n'excluons pas la mise en place de mesures supplémentaires ou de sanctions. » Le Premier ministre laisse donc la porte ouverte à des actes plus fermes à l'encontre de l'État d'Israël. Mais Alex, ce n'est pas le seul point de désaccord entre l'EMR et honnêtement le reste de l'Arizona. Non, autre signe de l'isolement du MR, la convocation de la Commission des relations extérieures en urgence pendant les vacances parlementaires. CDNV, NVA et Voreut ont accepté la demande du groupe Écolo-Groen avec l'accord tacite des engagés. Réaction du président libéral. Regardez sur Twitter les échanges dans les médias afin de demander à la Chambre une commission au sujet du conflit entre Israël et le Hamas pour ne rien faire de neuf est une mascarade politique. Les gens ont voté pour nous afin de réformer le pays, pas pour jouer aux Nations Unies. Il ajoute que le MR voudrait aussi organiser des commissions comme sur une prison à l'étranger. Ambiance dans la majorité. Ambiance dans l'Arizona. Merci Alex. Vous avez chacun une ardoise devant vous. La question ce soir dans le thermomètre, est-ce que le drame qui se joue à Gaza va selon vous faire tomber le gouvernement? Vous répondez par oui ou par non. Je vous donnerai la parole dès que vous êtes prêts et vous argumentez. Je vais prendre le premier qui est prêt. C'est Antonin Marsac ce soir. Vous dites non. Non, mais bon voilà, je rappelle quand même que la situation est extrêmement grave, hein, et donc on peut quand même critiquer aussi la position de Georges Boucher là-dessus. Par contre, de toujours mettre en balance ce jeu des présidents de parti, hein, de mettre en balance la sécurité du gouvernement, entre guillemets, de mettre ça dans la balance, c'est toujours assez compliqué. Ce que fait Conor Rousseau, vous voulez dire. Ce que fait Conor Rousseau, oui, et ce que fait parfois aussi Georges Boucher sur d'autres dossiers. Importer ce conflit pour mettre en danger le gouvernement. Peut-être qu'il va estimer que ça permet de faire avancer les choses, mais je ne suis pas bien sûr. Je trouve que c'est une façon toujours pour les présidents de parti de jouer un rôle, alors qu'il y a des ministres quand même qui sont en charge de cette question et qui doivent avancer justement sur cette question. Et ce serait bien de laisser peut-être les ministres travailler là-dessus plutôt que de se jouer toujours par la bande entre présidents de parti. Ouais, Conor Rousseau qui dit qu'il n'hésitera pas à renverser le gouvernement si ça peut améliorer la situation à Gaza. Ah ouais, mais c'est très bien que c'est de la communication politique. Autre pancarte juste à vos côtés, Arthur Martin, vous avez répondu non également. Tout à fait, parce que je pense qu'effectivement c'est de la communication politique et ce genre de tension, ça m'étonne qu'elle soit pas arrivée un petit peu plus tôt d'ailleurs. De la part de qui? De Conor Rousseau aussi? Non, de chaque président de parti, parce que j'ai pas peur de le dire aussi que parfois Georges-Louis Boucher a des sorties un peu très régulières sur certains sujets parce qu'il est clivant et qu'il est comme ça depuis qu'il est arrivé à son poste. Vous comprenez pourquoi il s'obstine autant sur ce dossier-là? Parce que je pense que c'est un dossier qui a été mis sur la scène politique et dans la scène médiatique depuis un certain nombre de mois. Maintenant, c'est à juste titre parce qu'on a atteint un massacre humanitaire qui est sans précédent et donc on ne peut plus. Moi, je rejoins totalement les propos de Bart de Wever, c'est qu'à un moment donné, il faut trouver des solutions. Mais par contre, je pense qu'il faut trouver des solutions concrètes. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, la Belgique n'a aucun pouvoir sur Israël. Israël est beaucoup plus puissant que la Belgique et la Belgique ne peut rien faire. J'entendais que la France, Emmanuel Macron... Sur des sanctions, par exemple, parce que c'est vrai que la reconnaissance de l'État palestinien, on peut rien faire. Georges-Louis Boucher veut bien la faire, mais à des conditions qui sont quasiment impossibles. Mais sur des sanctions, Georges-Louis Boucher est contre. Mais on peut mettre toutes les sanctions qu'on veut. À un moment donné, il y a un réalisme, c'est que Israël existe parce que les États-Unis font ce qu'il faut pour que ça fonctionne correctement. Et donc aujourd'hui, on peut mettre toutes les taxes qu'on veut, on peut mettre des sanctions sur Israël. La France pourrait même aller jusqu'à mettre des sanctions, ça ne bougera pas d'un poil. Elle ne peut pas ne rien faire. Effectivement, il y a beaucoup de symboles, mais elle ne peut pas ne rien faire. C'est pour ça qu'il y a aussi des volontés politiques, on voit en France. Au jeu de la population, justement. Oui, il y a des possibilités. C'est sûr qu'en point de vue purement économique, c'est pas grand-chose, mais d'un point de vue symbolique et politique, il y a quand même des choses à faire, là où la Belgique est très... Justement, j'aimerais bien faire une différence entre le symbole et justement ce que ça va apporter. J'estime que parfois, dans le débat public, on dit trop facilement qu'Israël va être impacté par les mesures que va prendre la France, par exemple, ou la Belgique, et ça, je trouve que c'est mentir aussi aux citoyens. Il faut être réel, on peut le faire demain, mais en fait, il faut expliquer aussi que ce sera un symbole. Israël va continuer à faire ce qu'ils font actuellement parce que c'est les États-Unis qui sont derrière. Luc Hénard, alors vous allez vouloir sûrement parler de Georges-Louis Boucher directement, mais d'abord, à cette question, est-ce que selon
vous, la crise à Gaza va faire tomber le gouvernement. Vous avez répondu sur votre ardoise que je vois devant vous. Les gens ne le voient pas, mais vous avez répondu non également. je la montre pour vous. C'est gentil. Alors, pour être rapide et bien cerner le débat, tout d'abord, il faut bien entendre ce qu'a déclaré Rousseau. Il a dit, si quelqu'un peut lui prouver que nous aidons la population de Gaza en renversant le gouvernement, je le ferai immédiatement. Si ça n'est pas un propos ambigu, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Si on peut prouver, alors qui va aller prouver que renverser le gouvernement belge va aider la population de Gaza? Ça, je crois que c'est un peu se moquer. Donc c'est de la com aussi de la part de Bernard Rousseau? C'est de la com, mais évidemment, il ne faut pas grand-chose pour faire réagir Is No Good, le président du MR, puisque lui, il dit tout haut ce qu'il pense. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il pense. Parce que quand on continue à lire sa déclaration, il dit en fait que de toute façon, ça ne sert à rien d'intervenir et ça n'aurait qu'une conséquence, c'est d'appauvrir nos entreprises. Mais à contrario, il pense quoi? C'est que finalement, nos entreprises, elles tirent profit de ce qui se passe à Gaza. C'est ça qu'il dit, fondamentalement. Et c'est ça qu'il assume. Que vous ayez des entreprises qui font des bénéfices encore, alors qu'à Gaza, il y a le bain de sang que nous connaissons, c'est ça ce que pense Monsieur Luc Hénard, je vous pose la même question qu'à Arthur Martin. Pourquoi, selon vous, Georges-Louis Boucher s'obstine? Parce que c'est vrai que les voix sont dissidentes au sein même du MR aussi. Mais parce qu'il est comme ça, parce qu'il est comme ça, parce qu'il estime qu'il a raison et que les autres, eh bien, ce sont des comiques, il n'y a pas des qualificatifs, il ne s'en prive pas, et donc c'est lui qui a raison. Eh bien, je pense que cette déclaration, il faut bien la prendre comme elle est, pour que les gens réagissent et comprennent bien qu'en réalité, que vous ayez l'armement dont on libère les exportations au niveau wallon, la majorité est ce qu'elle est. On voit les entreprises qui font aujourd'hui des bénéfices, puisque si on réagit, elles ne feront plus ces bénéfices. Eh bien, lui, en réalité, il s'en fout. Ça n'a pas d'importance. Que l'on continue à se comporter comme on se comporte là-bas, pour autant que nous, on fasse des affaires, eh bien, c'est le plus parfait libéral à ses yeux. Avant de repasser la parole à Arthur Martin aussi, qui représente d'une certaine manière, bien sûr, le MR ce soir aussi sur notre plateau, Camille Turlington, on ne vous a pas entendu aussi sur cette question. Je le rappelle, est-ce que la crise à Gaza peut-elle faire chuter, selon vous, le gouvernement? Vous avez répondu aussi non, c'est un 4 à la suite ce soir. Mais je ne vais pas m'étaler, je trouve ça juste dommage que ça devienne de plus en plus un enjeu électoral, plutôt qu'un débat de fond. Et voilà, moi je ne vais pas rentrer dans le débat, c'est un sujet qui est ultra sensible et je vais laisser les personnes qui sont... plus au courant que... Arthur Martin, Camille parlait quand même d'un enjeu électoral, selon vous. Est-ce que Georges-Louis Boucher, il y a une pensée électorale derrière ce positionnement de sa part? En tout cas, Georges-Louis Boucher, comme tout politicien, pense toujours qu'ils ont raison, parce que sinon il ne ferait pas de politique et il ferait autre chose. Donc à un moment donné, effectivement, il a des propos... il croit un peu plus qu'il a raison que d'autres, peut-être. Moi, je pense que chaque politicien pense qu'il a raison, sinon il ne serait pas président de parti, il ne serait pas député, ils ne seront pas ministres et il ferait autre chose. Au sujet des différentes entreprises qui gagnent de l'argent suite à ce conflit, en fait, la liste, elle est très longue. On parle des armements, parce que c'est ce qu'utilise pour le moment Israël pour pouvoir s'alimenter en termes d'armement. Mais en réalité, il y a une série d'autres sociétés capitalistes qui viennent des États-Unis qu'on pourrait citer aussi en disant ils se font beaucoup d'argent là-dessus. Donc si on veut commencer à stopper effectivement une série d'entreprises en les bloquant ici en Belgique, on pourrait. Mais alors il faut aussi voir un peu avec les États-Unis quelle autre entreprise on pourrait bloquer ici. Parce qu'il y en a plein d'autres qui travaillent avec Israël et qui gagnent beaucoup d'argent avec ce qui se passe actuellement à Gaza, qui est d'ailleurs un drame humain. Mais c'est ça l'éthique. Alors je pense que si on veut un minimum d'éthique en politique, il faut, mais il le dit, donc il n'y a pas de secret. Il faut bien le lui laisser. Il dit nous gagnons beaucoup d'argent, que ces gens crèvent là-bas, ça n'a pas d'importance. Non, c'est parce qu'il dit, on ne peut pas détourner les propos comme ça en disant que... Ça, il ne le dit pas, mais c'est implicite. C'est votre interprétation. De toute façon, la circonstance que ce qui se passe, et vous l'avez dit très honnêtement tout à l'heure, ce qui est en train de se passer à Gaza... En tout cas, Georges Boucher ne veut pas se laisser dicter par l'émotion, il n'a pas dit qu'il s'en foutait oui, mais c'est des choses abominables qui se passaient là-bas. Pour une fois qu'il pense... eh bien, et qu'il pense tout haut, puisqu'il a pris maintenant l'habitude de le faire, eh bien, c'est intéressant, soulignons-le, que quand il pense ça. Peut-être qu'il a raté une occasion de se taire.
Antonin Marsac, juste pour terminer, on le voit quand même, il est isolé hein, Georges-Louis Boucher, sur ce dossier-là. En tout cas, ça peut durer encore longtemps, malgré tout, au sein de l'Arizona, d'avoir un président de parti isolé, même vis-à-vis de la NVA, par exemple. Je pense que lui, ça peut même peut-être lui faire plaisir, parce que comme ça, il est un peu l'unique gay luron là-dedans. Et c'est vrai qu'il y a un peu une polarisation, peut-être même presque plus du côté francophone, hein, où si on défend Gaza, on est tout de suite catégorisé à gauche. Et si on défend Israël, un peu à droite, parfois c'est très polarisé comme ça. Et peut-être que lui, dans sa tête, si jamais il y a un peu de nuance sur ce dossier-là, peut-être, hein, eh bien, il perdrait des soutiens. Donc peut-être qu'il y a un enjeu électoral, justement. Et donc c'est peut-être ça le problème. Et ça peut justement durer longtemps. Surtout qu'on le connaît quand même. Il a tendance à ne pas changer d'avis facilement. Il peut être inflexible et à rester sur ses idées. Ouais. Je pense que l'enjeu électoral, effectivement, il est présent. Et maintenant, triste à dire, mais pour chaque parti essaye de tirer son épingle du jeu avec ce qui se passe pour le moment là-bas. Et malheureusement, certains le font plus que d'autres. Parce qu'il veut garder justement cet électorat juif. Mais que ce soit même, non, je pense que c'est même pas ça, que ce soit même Georges-Louis Boucher ou d'autres présidents de parti, comme on en parlait avec le symbole de reconnaître à l'heure actuelle un État de la Palestine, c'est un symbole et donc ils veulent tirer leur épingle du jeu, qui est peut-être à juste titre ou pas, ça c'est pas à moi de le dire. En tout cas, moi je pense qu'il faut essayer de trouver des solutions avec des discussions avec les États-Unis pour voir maintenant comment est-ce qu'on peut faire bouger les choses, parce que chaque semaine on annonce un nouveau cessez-le-feu, mais ça ne bouge absolument pas depuis des mois. Cela étant dit, vous avez, plutôt que de se tourner vers les États-Unis, vous avez au niveau européen un certain nombre de pays. La France a pris attitude, l'Espagne a pris attitude. Vous avez toute une série de pays qui prennent attitude. Le Royaume-Uni prend également attitude. Donc il y a là, au niveau européen... Même si vous savez, Luc Kennard, que ça le fait rire d'une certaine manière Benjamin Netanyahou. On sait effectivement qu'aujourd'hui, c'est Donald Trump. La crédibilité de ce pays, à l'heure actuelle, n'est pas impressionnante. Le président israélien, et il faut bien parler de lui parce que sa population n'est peut-être pas tout à fait dans le même registre. Bien sûr. On sait très bien que ce n'est pas parce que la petite Belgique ou la grande Belgique va lui dire on ne peut pas. Ça, il n'en a rien à faire. La manière dont il se comporte avec les Mais c'est notre devoir de faire ça aussi, selon. Il le fait, mais je pense qu'il y a un devoir éthique symbolique de se dire qu'il y a là un véritable problème. Et le message à l'égard des entreprises qui continuent à faire du bénéfice, c'est peut-être aussi à l'égard du citoyen. C'est que si on achète, des produits israéliens, eh bien là aussi, on a peut-être individuellement une responsabilité. Et on va terminer là-dessus pour ce thermomètre. On va à nouveau marquer une courte pause, puisque dans un instant, place aux Belges face au monde, avec toutes les actus du monde qui ont un impact chez nous, et notamment une famille royale voisine qui exaspère une partie de la population. Promis, on vous explique tout. À tout de suite. Et vous êtes de retour dans Ça se passe chez nous, ou presque chez nous, puisqu'il est temps de faire le tour des infos du monde qui n'ont laissé personne indifférent. En Belgique, les Belges face au monde. Avec 3 infos plus légères aujourd'hui. D'abord une info qui fait du bien parce qu'elle rappelle la magie des JO de Paris. Le roi Léon Marchand est de retour au sommet 1 an après ses 4 médailles d'or aux JO de Paris, avec un record pulvérisé hier et aujourd'hui un sacre de champion du monde sur 200 mètres avec 4 nages. Et je ne sais pas ce que vous en pensez en plateau, mais moi ça me fait du bien honnêtement de repenser à ces JO de Paris. Ça fait du bien, mais déjà 1 an. Déjà, oui, je pensais que c'était hier. Vous rendez tout négatif, Antonin. Non, c'est incroyable. Effectivement, c'était déjà il y a 1 an. Autre info, et honnêtement je l'ai fait pour faire plaisir à l'éditeur de cette émission, il y a une série que beaucoup de Belges adorent, et lui aussi, Demain nous appartient, qui a tellement de succès qu'elle en booste le tourisme à Sète, ville d'Occitanie dans laquelle se tournent les épisodes depuis le début de la série. Selon une enquête, 19% des touristes affirment avoir choisi Sète comme destination de vacances en raison de la série, bien qu'on rappelle quand même que la majorité des scènes est tournée en studio. Mais chut, on n'a rien dit. Et puis la dernière info sur laquelle on s'arrête ce soir, elle nous emmène à la rencontre de têtes couronnées, pas les nôtres cette fois, mais aux Pays-Bas, avec le roi Willem-Alexander et la reine Maxima qui ont passé 8 semaines dans leur luxueuse villa en Grèce. Vous allez me dire pourquoi on parle de ça? Eh bien parce que ça énerve beaucoup de Néerlandais qui eux sont contraints souvent pour des raisons financières de passer leurs vacances aux Pays-Bas. Et contrairement à nos têtes couronnées hollandaises, de nombreux membres de familles royales étrangères ont décidé justement de se montrer solidaires en passant leurs vacances d'été sur leur propre territoire. Le roi Felipe et la reine Laetitia d'Espagne passent actuellement leurs vacances d'été à Majorque. Alors c'est peut-être plus facile de passer ses étés à Majorque qu'aux Pays-Bas. Le roi Carl Gustaf et la reine Sylvia de Suède ont eux pris la direction de l'île suédoise de Land. Et le roi Charles et la reine Camilla profitent d'une pause estivale au château de Balmoral en Écosse. Bon, il n'y a que les Anglais pour partir en Écosse en été. Mais est-ce qu'autour de la table, vous comprenez la colère de certains Hollandais ou pas du tout? Vous en foutez royalement pour faire
Un petit jeu de mots de fin d'émission. Très beau. Ouais, vraiment. J'en suis pas fier. Non, mais Camille Torlindon, tiens, est-ce que vous comprenez la colère ou pas plus que ça? Mais moi, je trouve que ça montre une sorte de rupture entre peut-être une élite un peu déconnectée et la population. Peut-être que ça témoigne d'une forme d'insensibilité sociale. En fait, pour moi, le problème, c'est que je pense que la villa coûtait plus de 4 millions d'euros et qu'une partie des frais était couverte par de l'argent public, donc par le contribuable. Et les vacances aussi qui sont payées par une partie de l'argent public. Donc, je comprends que ça suscite l'indignation. Parce que je pense qu'en période de crise, la monarchie, elle doit incarner une certaine décence. Et là, elle fait vitrine de luxe. Donc... Arthur Martin, surtout que je précise aussi, je mets quelques compléments d'information parce que le roi Willem Alexander et sa femme aussi ont déjà énervé la population pendant le Covid, en plein confinement partiel. Ils étaient aussi partis dans leur luxueuse villa en Grèce. Le roi avait d'ailleurs dû s'excuser. Et je précise aussi qu'au moment où la guerre a éclaté en Ukraine, le roi est parti au ski aussi. Donc est-ce qu'on comprend Mais il y a eu des cas aussi ici en Belgique où je me souviens de cette fameuse photo durant le Covid où ils étaient dans leur jardin et ils disaient on est avec vous et on n'avait rien du tout comme jardin, comme terrasse et on se disait bon c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Aujourd'hui on a encore une fois une polarisation parce qu'il y en a certains qui sont pro pour cette royauté parce qu'elle peut incarner parfois une union au sein d'un pays, même si aux Pays-Bas c'est plus compliqué parce que l'union est un peu plus présente qu'ici en Belgique. Mais effectivement la royauté parfois a un petit peu exagéré au niveau des montants qui sont parfois même utilisés pour sa sécurité et pour tous ses déplacements. Et aujourd'hui il y a un ras-le-bol parce que nous on nous demande de faire des efforts, mais par contre certains ont des privilèges que nous n'avons plus. Antonin Marsac, ils peuvent passer les vacances qu'ils veulent ou ils doivent montrer l'exemple justement, c'est peut-être couronné? A priori, ils devraient quand même un peu montrer l'exemple, hein, il ne faut pas se mentir, mais après c'est vrai qu'il y aura toujours des gens pour aller, quoi qu'ils fassent, hein, de toute façon ils s'embêtent peut-être. Même si là il les collectionne un peu il les collectionne un peu, il faut reconnaître, mais il y aura toujours quelqu'un pour dire ah finalement ils sont allés en voiture, elle est trop chère, enfin bref, il y aura toujours des pistes froides pour râler là-dessus, mais bon c'est vrai qu'ils pourraient montrer l'exemple. Surtout pour aller à Ibiza à la place. Voilà, ou alors rejoindre la famille anglaise en Écosse, voilà, en Écosse, très bien. Camille, vous vouliez rajouter quelque chose avant de passer la parole à Luc Hénard? On parlait de la sécurité aussi. Je pense que récemment, il y a aussi un article qui est sorti en Belgique aussi, que c'était là pour la sécurité. Ils dépensent on en a parlé dans cette émission d'ailleurs. 57 000, non, un truc comme ça. C'était 21 millions par an pour la sécurité. C'est des montants astronomiques parfois. On peut mais Didier Leb en a dit assez sur ce plateau mardi. Je ne vais pas aller plus loin avec la famille royale. On les embrasse toujours, je le précise. Luc Hénard. Mais tout a été dit. Hein. Il est évident qu'à un moment où toute la population doit se serrer la ceinture, on demande absolument... Enfin, la loi programme vient de sortir chez nous, mais quel que soit le pays, c'est l'économie, c'est l'économie, c'est l'économie, c'est la sécurité sociale, c'est tout ce que vous voulez. Et vous avez une royauté qui, finalement... paraît ne rien avoir à faire avec tout ça. Vous n'appartenez pas à notre monde. On vous sert de symbole en termes d'unité, mais au-delà de l'unité, il n'y a rien. Nous, on reste les princes régnants et nous vivons bien grâce à vous. Ça, il oublie parfois de le dire. Et donc, il y a là quelque chose qui, dans l'état actuel des choses, à l'instar de ce que nous avons rappelé pour notre propre royauté, c'est qu'il y a quelques efforts à faire, en tout cas un minimum, pour que ces royautés puissent garder, et ça n'est déjà pas simple en soi, un certain statut ou demeurer un certain symbole. Eh bien, le symbole, il est en train d'être un petit peu écorné. Peut-être qu'un jour, ils auront ce qu'ils méritent. Voilà, c'est bien pour on leur souhaite pas. Parfois, quand elles sont trop déconnectées, elles se font renverser, c'est vrai. Mais bon. Oui, quand je dis que ce qu'elles méritent, oui, ce qu'elles méritent, on ne dira pas quoi. Ce qu'elles deviennent. Je ne vais pas. Je ne vais proférer des menaces. Mais bon, il y a quand même un certain nombre de royautés qui ont connu des. Oui, ça a mal tourné, hein, mais c'était à l'époque. Mais c'est une autre époque. C'est une autre époque, effectivement. On ne leur souhaite pas aujourd'hui. C'est sûr. On rappelle à Willem Alexander aussi qu'il y a de très beaux patelins aussi aux Pays-Bas. Si à un moment il a envie de partir en vacances là-bas, ou même en Belgique, dépenser son argent chez nous. Bien sûr, ça nous ferait plaisir dans le jardin justement avec nos têtes couronnées à nous. Voilà, c'est déjà la fin de ce nouveau numéro de votre rendez-vous de l'été sur LN24. Ça se passe chez nous. Merci à tous les quatre de m'avoir si bien accompagné ce soir. Merci aux équipes techniques. Merci à Richard De Wulf à l'édition. Tout de suite, c'est Bonsoir le Doc sur les mariages, hein, toujours entre rêve et gros business. Vous avez déjà vu un épisode hier, suivi à 20h d'un doc sur la brigade anticriminalité en France. Et puis à 22h, vous pourrez me retrouver dans Bonsoir les stars pour un grand entretien avec un artiste. Bref, il y en a pour tous les goûts. Bonne soirée sur LN24. Quant à moi, je vous dis à demain.